Bonjour sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à l'électricité, mais qui passerait du fioul au colza. Pour en parler, nous recevons le directeur d'EDM, Claude Hartmann. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Alors, un moment important s'est passé hier, des essais bioliquides. Objectif, convertir les centrales mahorais au bioliquide, bref, passer à une origine végétale. Pourquoi passer au colza ? Alors d'abord, pourquoi quitter finalement le fossile aussi qui a bien servi l'électricité à Mayotte depuis 40 ans au moins, c'est vrai, il y a maintenant 6% de photovoltaïque, et il en faudrait beaucoup plus, mais en tout cas, on commence à passer au renouvelable à Mayotte. Et nous sommes dit à EDM que ce serait bien de faire un grand pas, au lieu de faire des petits pas. Et comme la technologie est aujourd'hui au point, on sait faire du carburant végétal, 100% végétal, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, ça marche. Et bien on s'est dit, faisons déjà un essai, montrons que c'est possible, voyons comment on peut amener le produit, comment on peut l'apprivoiser dans les centrales et finalement quelle électricité il produit. En fait, ça tourne comme une horloge, ça tourne formidablement bien. Et donc ça donne confiance aux techniciens, ça donne confiance aux dirigeants, et je pense qu'on va donc arriver à convaincre, y compris les autorités, parce qu'au bout du bout, l'électricité est administrée. Bien sûr. Vous pouvez penser que j'ai tout le pouvoir sur tout, c'est faux. Je ne suis qu'un concurrent parmi d'autres sur le terrain mahorais. Et donc de convaincre finalement les autorités de nous donner le feu vert pour convertir effectivement les deux centrales à 100% végétal, ce qui serait une grosse avancée, puisque de 94% de bio et de renouvelable, on passerait à 100%, de 6%, pardon, on passerait à 100%. Ça veut dire qu'il y aurait moins de pollution, c'est ça le but quelque part? Alors, c'est vraiment l'économie verte, on peut l'appeler ça comme ça? Absolument, puisque finalement le végétal émet très peu de gaz à effet de serre, de CO2. Très très peu. Enfin, c'est vraiment un pouillème par rapport au carburant. Et donc, là où on produit, on a tout intérêt à passer au vert tout de suite. Alors, si vous me demandez si le trajet, le fait de le fabriquer en France, puisque c'est un produit français, est complètement exempt de CO2, je vous dis non. En fait, on gagne grosso modo 60% par rapport au gasoil. On descend de 60%, donc il en reste à peu près 30%, ce qui est énorme. Ce qui est déjà énorme, ouais, exactement. Mais localement, on émet très très peu de CO2. Ça, finalement, c'est un peu comme la voiture électrique qui, sur place, n'émet zéro CO2, mais évidemment, il a fallu fabriquer l'électricité ailleurs qui, du coup, émet. Bien sûr. C'est pareil. En fait, Mayotte, du coup, passerait d'un seul coup à quasiment zéro CO2 sur la partie électricité. Je ne parle pas des transports. Est-ce que ça coûterait plus cher aux consommateurs, in fine, ou ça ne changerait rien? Alors, pour le consommateur mahorais, ça changerait rien du tout, parce que finalement, l'électricité, c'est un bien avec une continuité territoriale. Donc, vous payez l'électricité au même prix à Mamoudzou, dans le sud de Mayotte, à Paris, à Rouen, peu importe, pareil. Et ce qui fait la différence, c'est la continuité territoriale, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de compensation qui fait que dans tous les DOM, en Corse, etc., on paye le même prix, et donc il y a une forme de compensation de ce que ça coûte. Et pour Mayotte, en fait, l'électricité coûte 4 fois plus cher aujourd'hui que ce qu'elle est vendue. C'est un business à perdre, vous allez dire. Mais oui. C'est compensé. C'est-à-dire que la continuité fait que on dit c'est comme à Paris, donc c'est plus cher, donc on va aider EDM. C'est un équilibre. Et voilà, c'est un équilibre. Alors ça ne rend pas très riche d'ailleurs, mais au moins ça permet de travailler, sinon on mettrait la clé sous la porte. Bien sûr. Et donc ça ne changera rien du tout sur le prix, puisque cette logique va perdurer. Évidemment, ça va être un peu plus cher. Peut-être, moi je dirais de l'ordre de 20%, mais c'est une estimation, parce qu'on n'est pas encore dedans. Là, on a fini 300 tonnes, il faut 100 000 tonnes par année en année normale. C'est pas la même chose, c'est pas la même dimension. Ouais, c'est clair. Mais en tout cas, même si ça augmente un peu, le Mahorais n'y verra rien. Et dans la facture France, ça se verra si peu qu'on n'en parle pas. Camard. Alors, monsieur le directeur, là, on a compris que nous sommes en phase d'expérimentation. Vous dites que, en tout cas, ça tourne comme une horloge. Mais est-ce que c'est pas paradoxal, monsieur le directeur, quand on voit les moyens considérables que EDM a mis aujourd'hui pour tirer des câbles de Longoni jusqu'à Sada, avec des câbles de haute tension, des moteurs qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, est-ce que là, de l'autre côté, on privilégie le bio, mais de l'autre côté, on a engagé des travaux considérables pour faire le courant que nous connaissons habituellement? Mais en fait, l'idée, c'est de convertir et Badamier et Longoni. Pourquoi j'ai commencé à Badamier? C'est très simple. D'abord, c'est la centrale la plus ancienne, à 40 ans. Donc, on va dire, par endroit modernisable. Il y a des choses à faire. Longoni, les derniers moteurs ont 7 ans. Donc, on est sur de la génération d'aujourd'hui. Les plus anciens de Badamier, 87, ça commence à dater un peu. Donc, le fait de le faire là-bas, c'est aussi quelque part de faire durer, renaître
prospérer, cette centrale. Et pourquoi elle doit exister, c'est que ce serait dommage, je pense, de mettre tous les œufs dans le même panier. La zone de Longoni, ok, c'est une activité portuaire, ok, c'est une activité de stockage, de commerce, très bien. La vie à petite terre existe aussi. Les risques, on va dire, d'incidents majeurs ou d'incidents sociaux ou de submersion, je ne sais pas, ou de tremblements de terre, eh bien, ma foi, on peut penser que s'il y en a 2 sites d'injection, certes, Longoni est un peu plus important, mais Badamier est capable de tenir Mayotte tout seul. Alors, peut-être pas tous les jours que Dieu fait, peut-être pas quand il y a la Coupe de France et qu'il fait chaud et que toutes les équipes sont d'accord. Ou la Coupe d'Europe comme maintenant. Voilà, on n'en est pas loin. Et donc, il faut garder 2 sites d'injection parce que c'est sécurisant, j'ai envie de dire. Et donc, cette centrale qui a pu, par le passé, donner l'impression qu'on allait l'abandonner, c'est une grosse erreur. Et c'est aussi ce signal que je voulais donner en commençant par Badamier. Et probablement, d'ailleurs, qu'on convertira à Badamier si les autorités nous l'accordent avant, parce que finalement amener le produit là-bas est plus simple. En fait, le pétrolier stationne juste devant le stockage de Total, juste à côté, et c'est un sea line, c'est-à-dire finalement un tuyau sous-marin qui amène les produits, puisqu'il y a tous les produits pétroliers pour l'instant, dans le stockage Total. Très simple, très facile, on est voisins, ça se passe juste devant, c'est livré à domicile. Longoni, problème. Le port est à 2 km de la centrale. Aujourd'hui, il y a un pipe hydrocarbures. Les produits ne se mélangent pas très bien. En fait, ils se mélangent très bien dans le moteur, mais ils ne sont pas amis dans la vie. Il ne faut pas les stocker ensemble. Et donc, probablement qu'il faudra tirer un 2e tuyau. J'allais dire, il faudra changer le système, il faudra faire des adaptations, du coup. Oui, mais c'est ça, mais qui seront du coup plus chers et qui prendront un peu plus de temps sur Longoni. Ce qui fait que d'un point de vue facilité, c'est encore Badamier qui va prendre les devants. Et donc, moi j'espère convertir peut-être 2023 l'usine de Badamier, 2025, hors de grandeur, l'usine de Longoni. On sait que ça s'est passé en Guyane, ça fonctionne là-bas ? Alors, la Guyane, c'est différent. C'est notre ministre de l'Environnement qui a décidé, avant même que la nouvelle centrale diesel de Guyane, la première pierre n'est même pas posée d'ailleurs, c'est un projet à date. Eh bien, elle a demandé que ce projet ne démarre pas au gasoil, mais démarre dans le futur, donc, au bioliquide. Ce qui est assez intéressant parce que c'est une position... c'est une position ferme du gouvernement. Qui nous intéresse, nous, parce que ça veut dire que l'existant a son ticket aussi. Voilà, ça veut dire que c'est une formidable opportunité pour que Mayotte passe vraiment acceptée par le gouvernement. Voilà, exactement. Je pense que c'est un peu un appel du pied à l'existant aussi. En tout cas, moi, je l'ai lu comme ça. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu une goutte de bioliquide en Guyane. Le seul essai qui a été fait en France, c'est en Guadeloupe, un peu à l'instar de ce qu'on a fait il y a maintenant 1 an et demi, et qui n'a pas pour l'instant donné de suite. Moi, j'ai pas l'intention de laisser refroidir les choses. C'est-à-dire, je voudrais surfer sur la réussite de l'essai, on peut déjà dire que c'en est une, pour tout de suite demander les autorisations et à marche forcée, si on peut se convertir donc au bio. Alors, je ne sais pas qui d'entre vous était sur place, c'est un produit très clair, pas du tout foncé, pas du tout comme du fioul, très clair, avec une petite odeur de noisette, et on sent vraiment que c'est du végétal. Donc, on sait maintenant qu'on peut le faire et donc on va tout faire pour pousser. Oui, on parle de colza, on sait qu'il y a des bus qui roulent au colza, on sait que ça remplace, ça rentre dans les mœurs de plus en plus le colza. Absolument, et d'ailleurs dans le carburant diesel métropolitain, il y a souvent du diesel vert où on incorpore le même produit à hauteur de 7 ou 8% parce que les moteurs de voiture ne le supportent pas aussi bien qu'une grosse machine comme dans les usines, mais c'est un produit effectivement qui est apprivoisé en France aujourd'hui, qui a une filière, il y a des fabricants, il y a des agriculteurs, puisqu'il faut du monde. Il y a même une synergie avec l'alimentation pour bétail, puisque les tourteaux de colza, une fois qu'on a extrait l'huile, et ben ma foi, ça devient une nourriture pour les animaux, et ça évite d'aller importer du maïs étranger pour les élevages. Donc, est-ce une réponse aussi au pétrole, où on se dit qu'un jour il n'y en aura plus, il faut trouver des solutions alternatives à ça? Est-ce que ça rentre en ligne de compte quand on va vers l'économie verte? Oui, mais en même temps, ça ne pourra pas remplacer. Je pense que j'aurais eu une usine en métropole ou en Europe, n'importe où, je ne ferais pas ce raisonnement-là. Okay. Je pense que quand on a des gros sites éoliens, des capacités à travailler avec le nucléaire, qui, vous savez, zéro émission CO2, c'est pas le même raisonnement. Je pense que c'est un produit qui est plutôt destiné à des niches, et que si on a envie que nos îles françaises soient plus propres, quelque part, les vitrines
un petit peu de ce que peut être l'environnement en général. Et puis d'ailleurs, c'est forcément avec un lagon à côté. Enfin, je pense qu'on a besoin de respecter 2-3 trucs. Ça me paraît être des niches où il faut aller plus vite qu'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que c'est des endroits plus fragiles. Oui, et puis 2023, c'est là, hein, c'est demain. Hein, alors, quand on voit qu'on est sur le démarrage, monsieur le directeur, est-ce que pour demain, hein, le couple qui va construire sa maison, on sait que quand on fait l'installation, après il y a Consuel qui passe pour valider par exemple, est-ce que pour les techniciens Consuel et en même temps les petites entreprises hein, qui font de l'électricité, est-ce que là aussi il y a besoin de formation, de dire voilà, l'ampérage doit être par exemple là parce que pour l'instant on fournit tant, donc il nous faut tel ampérage. Oui, il faut plus de conseils en général vis-à-vis des clients mahorais, plus de conseils pour que même si l'électricité est au même prix qu'à Paris, eh bien ma foi, on n'en consomme pas trop, parce que d'abord c'est un bien précieux et deuxièmement c'est la facture en dépend. Donc il faut conseiller sur les économies d'énergie, conseiller sur le juste calibrage effectivement des installations, avec peut-être une petite difficulté, c'est que pour l'instant, et c'est normal, le ménage mahorais est encore, j'allais dire, en expansion, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore tout le confort j'allais dire mondial, enfin disponible quelque part. Je pense sur des choses comme je dis pas que tout le monde doit avoir un sèche-linge ou quoi. Voilà, c'est des choses qui peuvent évoluer ou pas. Bien sûr. Tout le monde n'a pas la clim. J'allais dire c'est tant mieux pour l'électricien qui. J'allais dire oui, c'est ça. Pas du mal. Bon voilà. Mais en même temps, c'est parfaitement normal que le territoire se développe et donc il faut prévoir tout ça et être, oui, je pense, plus à l'écoute de nos clients, plus en conseil. Et on a d'ailleurs une stratégie pour que nos conseillers au téléphone ou à l'accueil sachent aller. Alors ce qu'ils font très bien aujourd'hui, c'est l'aspect facture, combien, paiement, étalement. Ça marche super bien, raccordement, mais être aussi capable de conseiller le client sur les bons gestes. Et surtout qu'à Mayotte, c'est une autre problématique, c'est ces fameux poteaux électriques qui sont raccordés plus que nécessaire par des gens de fortune, hein, qui a donné lieu notamment à l'incendie d'un pylône par une surcharge du côté du rond-point SFR, ou des coupures qui arrivent, comme hier, il y a eu 10 minutes de coupure à 11h du soir. Est-ce que ça peut s'expliquer justement par une surconsommation, quand vous parlez de consommation? En fait, macroscopiquement, il n'y a pas de souci. On a quasiment 50% de réserve par rapport à la pointe maximum, si vous voulez. Jusqu'à un moment de l'année, c'est la consommation maximum. Généralement, janvier, février, vers 19h. Et puis, il faut qu'il y ait un petit événement sportif ou autre chose pour que tout le monde soit bien rentré à la maison. Et donc voilà, on passe la pointe. Mais on a 50% sous le pied. Donc, c'est pas une question de disponibilité de kilowattheure. À l'inverse, il y a des congestions à certains endroits qui, effectivement, sont généralement provoquées par un développement un peu anarchique, des gens qui demandent ou des gens qui se branchent sur des voisins, enfin peu importe, c'est une espèce de débranchement sauvage locale parce que l'habitat a explosé aussi à cet endroit-là. Bon. Et là, on a besoin, avec les collectivités, en fait, de raisonner un peu, je pense, en schéma directeur. Parce qu'en fait, l'électricien doit, s'il le peut, imaginer le réseau du futur avant que les gens ne viennent. Parce que quand les gens viennent sur un réseau existant, ça donne ce que vous dites. C'est un peu comme si on met trop de monde dans une salle, ça coince. Il faut avoir prévu la salle pour recevoir les gens. Et donc, on a besoin de se rapprocher, et c'est ce qu'on a commencé à faire aussi, des élus, des communautés, des collectivités locales, des villes. Dieu merci, il y en a que 17, donc c'est facile, on peut discuter assez facilement, sur quels sont leurs projets, quelles sont les zones qu'ils envisagent de se voir se développer. On n'est même pas encore sur les documents d'urbanisme, on est en amont de ça, pour quelque part imaginer que le réseau passe par là-bas à terme. Vous voyez ce que je veux dire ? Et si on peut anticiper ces choses-là. Vous étiez venu en parler d'ailleurs à l'époque, quand il y a eu les casages, on parlait de ce nouveau qui est important, un problème important à Mayotte, Camar. Alors, là, Monsieur Schartmann, la question qui aujourd'hui intéresse, il y a depuis hier que, en tout cas, on en parle de ce sujet. Quels sont les arguments que vous allez défendre auprès des autorités pour finalement avoir l'aval déjà du côté de la petite terre? Quand je dis ça, parce que c'est une de vos chefs de projet, Shah Nourdine, qui nous dit on va gagner bien évidemment en qualité de l'air. Alors, comment vous allez évaluer l'air à un moment donné? Il faut 3 ans, 4 ans, 5 ans pour dire voilà, je vous amène les arguments qui sont là, j'ai besoin de l'aval.
En fait, on sait calculer, quand vous faites un feu, en fonction de ce que vous allez brûler, vous savez ce qui va être émis. Il y a des chimistes qui vont vous le dire, surtout quand c'est un produit comme celui-là, on sait déjà. Mais vous avez raison, il faut aussi faire des mesures, il faut convaincre. Et donc, en fait, on a l'association de qualité de l'air qui suit notre projet. On a la DEAL qui est chargée de mesurer ces composants dans l'atmosphère. Et donc, en fait, on va faire des mesures à la fois au niveau des cheminées, mais aussi dans l'environnement pour bien vérifier que les choses évoluent dans le bon sens. Mais sur le fond, c'est un peu comme si vous disiez je passe du fioul lourd à l'éolienne, on sait que ça va marcher, on le sait d'avance. Mais on va aussi le constater, le mesurer. Et d'ailleurs, je salue les amis de l'association qualité de l'air qui font un gros boulot à Mayotte et qui ont d'ores et déjà démontré que c'est pas la pollution industrielle qui fait ce que vous respirez, c'est plutôt les voitures. Il faut savoir que l'électricité consomme autant de gasoil que les véhicules. C'est pareil, c'est la même quantité annuelle. Donc quand on aura mis zéro sur l'électricité, il n'y aura plus que les voitures. Et ce que vous respirez le soir dans les bouchons, c'est sûrement pas ce qui est émis par Longoni et Badamier. C'est clairement par proximité ce qui se passe au niveau de la route. Et donc le vrai problème, il est là. Et donc il faut un gros boulot aujourd'hui pour comment je vais dire ça, équilibrer d'une part, mais surtout qualifier, mesurer les choses pour dire là il commence à y en avoir un peu trop à telle heure de la journée au bord de la route, quoi. C'est une association méconnue mais qui fait un gros boulot et qui, je pense, va publier ces chiffres cette année de manière régulière. Et donc on aura une qualité de l'air à Mayotte, un indice de qualité. C'est ça, et grâce à vous, on aura un meilleur air à Mayotte. En tout cas. Et puis j'ai envie de dire, le CO2, vous savez, c'est pas quelque chose qui... Bon, il y a ce que vous subissez quand vous êtes derrière la voiture ou à la cheminée, très bien. Mais dans le fond, ça réchauffe la planète. Donc il y a aussi ce côté cumul. Le fait d'annuler ça, c'est de toute façon une bonne chose, dans tous les cas. Merci beaucoup, Claude Hartmann, d'être venu ce matin pour nous parler de cette évolution, de cette révolution, on peut dire ça comme ça. Cette révolution. Alors pour Mayotte, c'est le 22e siècle qui s'annonce. Il y a tellement de projets à Mayotte, extraordinaire. C'est ça. Le train bleu sera aussi ouvert. Bon, non, merci beaucoup d'être venu ce matin. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.